Alors, comme l'a mentionné Christophe, je dirige le centre de soutien à l'enseignement à l'Université de Lausanne. Dans ce centre de soutien à l'enseignement, on s'occupe de l'évaluation des enseignements par les étudiants. J'ai eu une transition toute faite avec les discussions qu'on a eues tout à l'heure. Donc, ça sera l'occasion justement de revenir un peu sur cette évaluation de l'enseignement par les étudiants et puis de voir comment nous, on a mis en place à l'Université de Lausanne. Ce qui peut-être une utilisation, une finalité de cette évaluation qui est un peu différente d'autres institutions et qui nous vaut pas mal de discussions avec les experts qui viennent régulièrement voir ce qui se passe à l'Université de Lausanne, notamment dans les accréditations, pour expliquer que notre évaluation est un peu différente des autres universités. Et donc, je vais vous présenter en quoi c'est différent. On va aborder aussi deux perspectives ici dans cette discussion, une perspective enseignante. Donc, les questions qui ont été adressées, qui ont été posées, on va les voir du côté de l'enseignement, et puis ce sera l'occasion d'en discuter aussi avec vous. On a vu aussi que dans certaines de vos universités, vous pratiquiez aussi l'évaluation de l'enseignement. Donc, comment vous percevez aussi ces informations qui vous sont données suite à ces évaluations? Qu'est-ce qui vous manque aussi? Donc, ça, c'est aussi un élément qu'on pourra évoquer. Et puis également d'un point de vue institutionnel. Donc, à différents niveaux. D'un point de vue institutionnel, ces évaluations, souvent, elles sont utilisées aussi pour plusieurs finalités. Donc, de voir qu'est-ce que ça apporte à l'institution, ces éléments, et du point de vue du conseil pédagogique aussi, lorsqu'on rencontre des enseignants, dans les discussions qu'on peut avoir suite à ces évaluations, qu'est-ce que nous, on trouve comme information et qu'est-ce qu'on ne trouve pas, et qu'est-ce qui est important justement de pouvoir questionner lorsqu'on va rencontrer les enseignants. Les différents points qui vont être abordés dans cette présentation, ça va être déjà de définir les objectifs, les finalités de l'évaluation des enseignements par les étudiants, d'un point de vue général, mais également d'un point de vue plus spécifique à l'Université de Lausanne. Les outils qui sont utilisés aussi pour cette évaluation. On a bien entendu tout à l'heure que l'évaluation, ce n'est pas une fin en soi. On a des outils qui nous permettent d'aller vers cette évaluation, et puis qu'est-ce qu'on en fait de cette évaluation. Et puis l'analyse de l'évaluation sera faite sur les trois grandes questions qui ont été adressées. Donc, finalement, quelles sont les difficultés que je vais avoir pour prendre des décisions une fois que j'ai obtenu des résultats, que ce soit du point de vue enseignant ou du point de vue institutionnel. Qu'est-ce qui est facilement observable et qu'est-ce qui est moins observable par rapport à ces éléments obtenus, et puis de quoi j'aurais besoin en tant qu'enseignant lorsque je fais évaluer mon enseignement. Et puis de quoi je n'ai pas besoin en fait de recevoir comme information. Peut-être des éléments que je reçois dans l'évaluation des enseignements qui ne sont pas forcément nécessaires, qui ne sont pas utiles, qui peuvent potentiellement aussi être l'objet de blocage. On reviendra là-dessus. Et pareil, d'un point de vue institutionnel aussi, on adressera ces mêmes questions. Si je viens maintenant plus spécifiquement sur les finalités de l'évaluation, là j'ai cité des papiers qui discutaient, alors pas directement de l'évaluation de l'enseignement par les étudiants, mais c'était plutôt de l'évaluation dans son ouvrage de l'enseignant, avec différentes finalités de cette évaluation de l'enseignement. Qu'on peut, je trouve, on peut faire un lien assez évident avec l'évaluation de l'enseignement. Donc, un continuum entre le contrôle administratif d'un côté, un extrême, donc on va évaluer pour contrôler que la personne fait son travail, à une finalité plus formative de l'amélioration d'enseignement, donc que l'enseignant puisse utiliser ses résultats, des informations pour pouvoir améliorer son enseignement, avec potentiellement une finalité de développement de carrière, donc que j'utilise ces éléments pour donner des preuves que mon enseignement fonctionne bien, que on parlait de qualité tout à l'heure, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme ici, mais que mon enseignement est de qualité et que ça montre ma qualité pédagogique aussi. Et donc potentiellement que je pourrais obtenir une titularisation, une promotion suite à ces éléments d'information. Ça peut aussi être utilisé en reddition de comptes aux usagers.
Alors là, on est vraiment dans la satisfaction client. On a vu ça avec la présentation précédente. Ce qu'on trouve assez souvent dans les milieux anglo-saxons, l'évaluation sert à rendre des comptes à nos clients qui ont payé une formation relativement chère, ce qui n'est pas le cas dans notre contexte ici. Mais si on va du côté des États-Unis, si je paye 35, 40, 50 000 dollars pour suivre une année universitaire, là, j'ai une approche plus clientéliste à ce moment-là. Et donc, l'évaluation va servir à rendre des comptes à mes clients, d'un point de vue institutionnel. Donc, je vais leur montrer que j'ai des bons, entre guillemets, hein, des bons employés qui font du bon travail. Ça peut être utilisé dans la gestion des carrières aussi. On parlait tout à l'heure de promotion ou autre. Là, on est aussi sur un niveau intermédiaire entre le contrôle administratif et puis le développement des carrières, justement, sur est-ce qu'il y a des avancements qui vont être proposés aux enseignants par rapport aux résultats d'évaluation qui seraient obtenus. Donc là, c'est vraiment les différentes finalités. Je trouve que assez éclairant les différents points annoncés par papier sur cette domaine. Alors, au niveau de l'Université de Lausanne, on a une pratique un peu différente du monde anglo-saxon, en tout cas, du monde suisse, des autres écoles suisses peut-être aussi, où il y a un accent fort qui a été mis sur le fait que l'évaluation est une évaluation formative. Pas dans le sens où elle n'est pas orientée sur le contrôle de la prestation, mais dans un cadre qui permet à l'enseignant de recevoir des informations sur le fonctionnement de son enseignement sans que ces informations remontent plus haut. Donc, le doyen ou doyenne des facultés ne vont pas recevoir les résultats d'évaluation, l'institution ne reçoit pas ces résultats. Le centre de soutien à l'enseignement les reçoit parce que les traite, mais n'a pas de lien hiérarchique avec l'enseignant et les discussions qu'ils vont avoir entre l'enseignant et les conseillers ou conseillers pédagogiques du service restent complètement confidentielles. Et donc, il y a une directive qui a été, une nouvelle directive qui a été mise en place depuis quelques jours, qui va énoncer en fait ce cadre. Et donc, notamment la phrase, le paragraphe que j'ai ressorti ici, donc qui insiste sur le fait que c'est une perspective formative. La non-normativité, alors ça peut paraître aussi un peu étrange. On a des questionnaires d'évaluation. Ces questionnaires d'évaluation et des questions qui sont posées dans ces questionnaires, et qu'on intègre des questions, et si on a un questionnaire standard, on induit une norme à un moment donné. Sauf que dans le dispositif, les enseignants ont la possibilité de changer des questions, que ce soit des questions, quelques questions, d'en rajouter, voire de développer un questionnaire à part entière, si il estime que le questionnaire ne répond pas à son contexte d'enseignement ou à la méthode pédagogique qu'il a pu utiliser dans son cours. On peut imaginer que si on veut évaluer une classe inversée, on ne va pas forcément utiliser un questionnaire standard de cours ex cathedra, ou avec le contexte qu'on a vécu depuis quelques mois, si je dois évaluer mon enseignement dans un contexte d'enseignement à distance, le questionnaire que j'utilisais dans le cours ex cathedra ou séminaire classique en classe n'a pas vraiment de sens non plus. Donc là, l'idée, c'est que l'enseignant puisse utiliser l'outil qui lui correspond le mieux pour obtenir les informations dont il a besoin pour lui-même améliorer après son enseignement si des améliorations sont nécessaires. En tout cas, d'avoir un feedback sur ce qui se passe dans sa classe. Je disais tout à l'heure, ça nécessite quelques questions lors des accréditations, parce qu'au niveau des accréditations institutionnelles, il y a des difficultés des fois à comprendre pour ces accréditations qu'une évaluation peut être formative et que les résultats ne remontent qu'aux enseignants et ne puissent pas être gérés d'un point de vue institutionnel avec des sanctions si jamais l'évaluation est mauvaise pour les enseignants. Donc ça, c'est des choses qu'on va discuter. Cette directive répond en partie à ce questionnement pour fixer un cadre qui soit formel pour l'institution, mais tout en préservant en fait notre cadre de valeurs qui
quatre piliers, en fait. La responsabilité, c'est les enseignants qui ont la responsabilité de faire évaluer leur enseignement. Il y a un cadre qui est donné, ils doivent le faire dans une certaine temporalité, mais c'est eux qui doivent faire les démarches pour faire évaluer leur enseignement, c'est pas automatique. Adaptabilité des outils pour évaluer son enseignement. Donc les questionnaires peuvent être adaptés en toutes pièces. Ils peuvent également choisir de quitter le mode questionnaire pour choisir un autre outil d'évaluation. Un autre point qui va être la confidentialité, un point fort aussi, donc les résultats restent dans les mains de l'enseignant. Et puis la réflexivité, où cette évaluation a pour objectif d'aller de guider les enseignants vers une réflexion sur leur enseignement. Et pour ça, on est vraiment dans de nourrir une approche réflexive. Je reprends ici quelque chose que vous avez déjà lu par ailleurs, mais qu'on a repris dans un ouvrage qu'on est en train de finaliser avec mes collègues. L'idée, c'est que l'enseignant puisse se poser des questions par rapport à son enseignement. Cette évaluation, donc, on revient là-dessus, l'évaluation, ce n'est pas une fin en soi. Les outils qui vont être proposés devraient permettre à l'enseignant de pouvoir nourrir sa réflexion. Et là, j'ai mis l'exemple des questionnaires qui apparaissent sur l'écran, mais dans cette partie d'observation réflexive, les questionnaires d'évaluation peuvent être des éléments d'information qui pourraient être intéressants pour voir ce qui se passe du point de vue des étudiants. C'est un élément parmi d'autres. Il peut y avoir, on parlait aussi d'auto-évaluation, à un moment donné, Christophe, sur le point de vue étudiant, sur comment ils ont reçu du feedback ou autre. Mais on peut aussi avoir une observation réflexive, donc qu'est-ce qui se passe dans la salle de classe, comment les gens ont réagi. Alors c'est clair que derrière, c'est une interprétation de l'enseignant qui apprend aussi avec des pincettes, parce que dans la littérature, on a montré aussi qu'il n'est pas forcément les meilleurs observateurs qui soient, mais ça peut donner des éléments quand même intéressants. On verra vers la fin de la présentation aussi qu'on peut utiliser d'autres outils qui pourraient nous permettre d'obtenir des informations sur le fonctionnement de notre enseignement. Ici, on est bien sur l'évaluation de l'enseignement. L'évaluation de l'enseignement par les étudiants, on l'utilise principalement avec des questionnaires dans nos universités. Mais j'insiste, c'est un seul élément qui est parmi plein d'autres outils qui peuvent être utilisés. Alors, si je viens sur les questionnaires en particulier, c'est très petit, l'idée, c'est pas que vous lisiez tout, mais dans les outils qui sont proposés dans notre université, on a des questionnaires entre guillemets standards qui sont proposés aux enseignants qui, dans la plupart des universités, vous avez à peu près les mêmes types de questions qui sont posées, des éléments qui parlent de l'organisation du contenu, des aspects liés à la communication et puis une appréciation globale aussi sur l'enseignement. J'insiste sur le fait que c'est un questionnaire standard mais qui peut être modifié complètement. Donc là, l'idée, c'est de donner des idées, mais c'est des choses qui peuvent être vraiment modifiées. On a aussi des questionnaires qui sont standards, mais pour évaluer des séminaires. Donc, un autre contexte d'enseignement. Dans les séminaires, les discussions qu'il y avait eu avec les enseignants lorsqu'on a élaboré ces questionnaires, il y avait une visée beaucoup plus interactive avec les étudiants. Et donc, il y a des questions qui portent beaucoup plus sur ces aspects d'interaction. On peut trouver également des questionnaires pour des camps de terrain. On a une faculté des géosciences et sciences de l'environnement. Les étudiants vont collecter des informations sur le terrain. On a de l'anthropologie aussi, bref, en sciences sociales et politiques, où les étudiants sont amenés aussi à aller voir ce qui se passe sur le terrain. Et là, c'est clair qu'on a aussi des informations qui vont être complètement différentes et qui portent également sur l'organisation du camp, sur ce que ça leur a permis d'obtenir en termes de réflexion d'apprentissage. Ça, c'est des exemples pour montrer que si on utilise un seul questionnaire standard dans une institution, on passe à côté quand même de pas mal d'informations aussi qui pourraient être utiles pour l'enseignant pour nourrir sa réflexion. Alors, je vais parler d'autres outils utilisés, c'est chez nos voisins à l'UNIL. Ce n'est pas pour critiquer ce qu'ils font, mais c'est aussi une autre forme d'évaluation d'outils qui sont évalués. À l'EPFL, ils ont mis en place un outil qui s'appelle une évaluation indicative, ou le détecteur de fumée, qui repose sur une question. Donc, tous les enseignements sont évalués chaque année avec cette question, qui est, dans l'ensemble, je trouve que ce cours est bon, avec une échelle qui va de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord.
Et ce qui est indiqué dans... J'ai mis le lien, en fait, si la présentation sera accessible aussi, je pense. Si vous cliquez sur le lien, il y a toute l'information par rapport à cette évaluation. Et si donc on a un score de moins de 30% de désaccord sur cette question-là chez les étudiants, l'enseignant est convoqué par son décanat et doit prendre contact avec l'équipe d'accompagnement pédagogique pour faire une évaluation approfondie, donc d'utiliser des outils de questionnaire pour après creuser un petit peu ce qui ne va pas. Donc là, on est dans une démarche déjà un peu plus de contrôle administratif, si on reprend les finalités qu'on a mentionnées tout à l'heure, qui permet d'orienter après vers une approche un peu plus de développement. En sachant que si la situation ne s'améliore pas, il peut y avoir des conséquences aussi sur la carrière de l'enseignant. Donc là, on voit aussi qu'il y a des pratiques différentes, avec des finalités différentes sur l'évaluation des enseignements. Et lorsqu'on parle d'évaluation des enseignements et des outils qui sont utilisés, c'est important de voir les finalités aussi dans son institution pour pouvoir comprendre et analyser ce qui se passe. Si je rentre un peu plus dans le détail de l'analyse de cette évaluation et d'essayer de voir les difficultés pour la prise de décision du point de vue enseignant par rapport à nous, ce qu'on a recueilli comme information des enseignants qu'on a vus en séance de conseil pédagogique, une des premières questions, c'était comment je vais interpréter tous les verbatims qui me sont fournis. J'ai énormément d'informations de plus en plus et on a pu voir, on a basculé d'un système où on avait une évaluation papier à un système d'évaluation en ligne. On n'a pas perdu énormément de répondants par rapport à ce qu'on pouvait penser. Par contre, on a gagné énormément en termes de contenu de verbatim. Donc, on a énormément de textes à analyser. Et lorsqu'on a des promotions de 300, 400, 600 ou plus étudiants, ça commence à devenir très complexe à analyser. Et donc là, c'est une première difficulté pour prendre une décision par rapport à tout ça. Comment je vais pouvoir utiliser des informations qui vont m'être utiles et comment faire en sorte de ne pas me focaliser sur quelques éléments qui pourraient avoir un impact émotionnel sur moi. Un exemple, une enseignante qu'on avait vue en conseil avec des groupes relativement gros, 150 étudiantes et étudiants, avait relevé dans les commentaires un commentaire particulier qui disait qu'elle était hautaine. Avec un focus énorme justement sur ce commentaire, mais c'était un commentaire parmi 150 et tous les autres commentaires étaient très positifs. Sauf que ce commentaire, elle le voyait et puis ça pouvait occasionner un blocage aussi pour la suite. On reviendra là-dessus après justement sur les informations recueillies qui ne sont pas forcément utiles, voire néfastes pour la finalité qui est proposée par l'évaluation. Et donc là, c'est une question où on a quelques éléments de réponse qui vous seront présentés aussi à la fin. Un autre élément, c'est finalement à partir de quel seuil je dois commencer à faire quelque chose. Est-ce que je dois, entre guillemets, plaire à tous mes étudiants? Est-ce que je dois avoir 100% de satisfaction sur toutes les questions? Ou est-ce que finalement, si j'ai 80% de satisfaction, c'est déjà correct? Et si on part du principe qu'on peut, le dispositif ne peut pas convenir non plus à tout le monde, potentiellement, ça peut être intéressant déjà d'avoir un taux de satisfaction de 80%. Mais ça reste subjectif. Un autre point aussi, est-ce que je dois changer quelque chose si les étudiants ne sont pas contents? Un autre exemple, quand j'étais conseiller pédagogique à l'Université de Lyon en France il y a quelques années, et dans une des filières, il y avait des enseignants qui enseignaient la méthodologie pour le mémoire, et les étudiants demandaient en fait à supprimer le mémoire. Donc, ils étaient très majoritaires à dire que le mémoire, il ne sert à rien, il faudrait l'enlever. C'était leur avis. Maintenant, pédagogiquement, justement, la question qu'on doit poser, c'est, ça peut me questionner de dire, mais finalement, les étudiants n'ont pas compris l'utilité du mémoire. Moi, je vais devoir expliciter en fait cette utilité. Par contre, je ne vais pas le supprimer. Et donc, dans cette prise de décision, c'est vrai qu'on peut des fois bloquer sur certains éléments. Là, c'est un cas peut-être un peu très extrême, ce que je vous propose, mais des fois, on peut avoir des éléments où on dit, finalement, est-ce que je dois changer? Je ne fournis pas les slides à mes étudiants. Est-ce qu'ils veulent que je leur fournisse les slides? J'ai plein de commentaires là-dessus. Est-ce que je dois les fournir ou pas?
est-ce que je me suis posé des questions pédagogiques par rapport à est-ce que c'est utile pour eux d'avoir les slides? Et puis peut-être que pédagogiquement, pour moi, c'est pertinent de ne pas les fournir. Et donc ça, ces éléments d'information doivent toujours être mis au regard par rapport à ce que je souhaite proposer dans mon enseignement. Et c'est là où c'est intéressant d'être dans une démarche d'évaluation formative et pas dans une démarche clientéliste. Parce que c'est clair que dans une démarche clientéliste, si je suis dans une université où mes étudiants ont payé 40 000 $ pour suivre les cours et qu'ils se plaignent qu'ils n'ont pas les supports de cours, ben, je risque d'avoir une pression très très forte de mon institution pour leur fournir ces informations. Un autre point aussi, c'est que si j'ai une évaluation avec des éléments qui sont pas mal d'insatisfaction sur plusieurs questions, ben, qu'est-ce que je vais changer en priorité? Et là, il peut y avoir aussi des difficultés. On sait qu'il y a certaines questions ou certains éléments qui vont polluer le reste des questions. Si, par exemple, il y a un climat de travail dans la classe qui est exécrable, ça a tendance à chez nous, c'est rouge quand les étudiants sont d'accord, c'est bleu quand les étudiants sont... c'est rouge quand ils ne sont pas d'accord et c'est bleu quand ils sont d'accord avec les questions. Et lorsqu'il y a un climat de travail qui est des fois très complexe, tout questionnaire bascule rouge. Donc là, c'est vraiment une insatisfaction générale, mais les étudiants, finalement, ne regardent plus vraiment les questions et vont plutôt se plaindre sur l'ensemble des questions pour montrer qu'ils ne sont pas contents. On sait qu'il y a certains biais dans l'évaluation aussi. Et donc, il y a des biais liés au genre qui peuvent être renforcés dans certaines facultés où les hommes sont majoritaires dans la faculté et lorsque les femmes interviennent dans ces facultés, les étudiants évaluent moins bien, toutes choses égales par ailleurs, ces enseignements. Et donc ça, c'est clair que d'un point de vue formatif même, c'est aussi intéressant de pouvoir discuter de ces éléments avec les enseignantes et les enseignants. Et on peut voir aussi les dangers que ça peut avoir lorsque ça va être utilisé dans une fin de gestion de carrière dans ce type de démarche. Donc là, on est du point de vue de l'enseignant. Du point de vue institutionnel, vraiment purement institutionnel et pas forcément au niveau du conseil pour l'instant, les enseignants dans notre université doivent expliquer en fait ce qu'ils ont retenu des évaluations des enseignements. Tous les 6 ans dans leur rapport d'activité qui permet de renouveler leur contrat. Il n'est pas demandé de mettre les résultats d'évaluation des enseignements, mais plutôt de dire qu'est-ce qu'ils ont changé, qu'est-ce que ça leur a appris, et puis qu'est-ce qu'ils n'ont pas changé aussi, et pourquoi ils n'ont pas changé. Donc là, d'un point de vue institutionnel, si je me place du côté des décanats, des fois, on a entendu certaines frustrations de ne pas avoir accès aux résultats d'évaluation. Ils souhaiteraient avoir en fait les données, un pourcentage de satisfaction comme étant une donnée fiable à 100% du fonctionnement de l'enseignement. Et là, l'institution et dans le cadre de la directive, on a refusé en fait d'aller dans cette démarche, même si des fois il y a des pressions aussi, notamment pour d'autres organismes d'accréditation. On sait qu'il y a, par exemple, Equis qui permet d'accréditer les formations en gestion, management, qui pousse en fait à aller vers des données beaucoup plus chiffrées sur le fonctionnement des cours. Mais ici, non, on ne souhaite pas aller là-dedans parce que, comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a des éléments, il y a des biais qui existent. Pour nous, c'est une démarche formative et on ne doit pas aller sur la quantification de ces éléments. D'autre part, même si on avait accès à ces résultats, on a quand même des problèmes parce qu'on n'a pas les données contextuelles de l'enseignement. On parlait tout à l'heure du dysfonctionnement d'un micro dans la salle ou du matériel qui était mis à ma disposition. C'est clair que si je prends les seuls résultats de l'étudiant et que je ne les mets pas en regard du contexte d'enseignement, je pourrais être... Le résultat d'évaluation pourrait s'expliquer en fait par les conditions matérielles et pas par rapport à la qualité de mon enseignement. Dans certaines institutions, on propose aux enseignants de faire un rapport contextuel qui renvoie, donc lorsque c'est utilisé dans un point de vue institutionnel, une évaluation institutionnelle, que les enseignants ont la possibilité de se prononcer aussi sur l'évaluation et d'expliciter le cadre dans lequel le cours a eu lieu. Je ne sais pas, par exemple, ici on est dans une salle, on a de plus en plus des cours qui se font en modalité hybride, et puis il y a une prise électrique dans toute la salle. C'est des questions aussi
comment je vais pouvoir, si je suis étudiant dans ce contexte-là, pouvoir suivre des cours en modalité hybride, parce que je dois interagir aussi avec mes collègues à distance, pouvoir suivre les cours toute la journée sans brancher mon ordinateur. Donc ça, c'est aussi des questions qui peuvent bloquer et justement, c'est des informations que je devrais pouvoir mentionner en tant qu'enseignant si ces résultats sont utilisés pour gérer ma carrière. Toujours les biais dans l'évaluation, aussi d'un point de vue institutionnel, hein, on sait donc les mêmes que j'ai cités jusqu'à présent. D'un point de vue du conseil pédagogique, je n'ai pas mentionné ici, mais lorsque nous, on reçoit les résultats d'évaluation et qu'un enseignant demande à discuter de ces résultats d'évaluation, on n'a pas non plus les informations contextuelles. Donc, c'est les premiers éléments qu'on va demander à l'enseignant, c'est finalement, comment vous avez enseigné cette année, qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de votre cours, quelles sont vos conditions matérielles, toutes les informations sur l'organisation du cours. Donc, nous, on a besoin d'avoir des informations sur le fonctionnement de l'enseignement et également sur la philosophie d'enseignement de l'enseignant. Donc, qu'est-ce qu'il souhaitait faire passer dans le cadre de ce cours, comment il envisage l'enseignement dans l'enseignement supérieur, comment il envisage le rôle de l'étudiant et dans la prise en charge en fait, des activités qui vont être proposées. Et si on n'a pas ça, on ne peut pas mettre au regard des résultats. Et donc là, c'est vraiment important de pouvoir avoir ces informations. Je vais avancer un petit peu parce que je trouve que le temps il passe vite. L'autre question qui était posée, c'était les données facilement observables et celles qui le sont moins. Toujours du point de vue enseignant, on obtient des informations assez précises sur la structure du cours, comment le cours a été structuré, sur la documentation mise à disposition. Donc, les étudiants ils peuvent donner des informations relativement intéressantes sur le sujet. Ça a été également documenté dans la littérature hein, sur est-ce que finalement les résultats d'évaluation des enseignements par les étudiants est fiable. Je cite par exemple les travaux de Pascal Detreau sur ce sujet, mais également aussi des collègues québécois qui ont mis en avant en fait, le fait que les étudiants sont tout à fait à même de pouvoir se prononcer sur ces éléments, que ce soit l'organisation, la structure, la documentation, sur les aspects liés à la communication également. Par contre, on a beaucoup moins des informations un peu moins fiables sur la charge de travail des étudiants. On avait fait un rapport en 2012 avec mes collègues de l'Université de Lausanne sur la représentation de la charge de travail des étudiants qui pouvait s'expliquer par différents facteurs par rapport à l'engagement des étudiants dans le cadre d'un enseignement. Si je donne de l'importance à l'enseignement, je peux travailler beaucoup, mais avoir l'impression d'avoir une charge de travail très faible, ce qui fait que ça biaise en fait les résultats à cette question. D'autres éléments, les critères de correction chez nous, à l'Université de Lausanne, c'est quelque chose de très sensible. Cette question, elle est évaluée en rouge quasiment systématiquement partout, du fait qu'il y a beaucoup de pression sur les étudiants par rapport à l'évaluation au niveau des examens. S'ils ont un double échec, ils sont exmatriculés, ce qui fait qu'il y a quand même pas mal d'enjeux là-dessus. Et même si les enseignants clarifient énormément les critères de correction, leur présentent, leur donnent des outils par rapport à ça, ça reste quand même rouge, parce qu'il y a une crainte énorme du côté des étudiants. Et donc là, finalement, je n'ai pas des données qui sont très, très fiables sur ce sujet. Et d'autres éléments qu'on a moins aussi, c'est sur l'alignement pédagogique. Donc, la correspondance entre les objectifs d'apprentissage, les activités pédagogiques qui ont été proposées pour permettre aux étudiants d'atteindre ces objectifs et l'évaluation de l'atteinte de ces objectifs. Dans les questionnaires, ici, on n'a pas énormément d'informations, en sachant que ces questionnaires ils sont distribués avant la fin des cours ou lors du dernier cours, et donc on n'a pas non plus le retour après l'évaluation examen. Donc ça, c'est quelque chose qui manque. Là-dessus, on pourrait imaginer des questions post-examen, mais on a également, du coup, beaucoup d'autres biais qui s'intègrent. D'un point de vue institutionnel, ce qu'on a comme information, c'est des informations globales sur le fonctionnement de l'enseignement. C'est ce qui remonte en fait, et puis ce que va dire l'enseignant de ces éléments. Et puis des informations qui sont moins observables, c'est des données qui sont liées au contexte. Ça, on n'a toujours pas, et c'est ce qui fait quand même cruellement défaut lorsqu'on doit analyser ces évaluations. Ce qui manque aussi, c'est des informations liées à la coordination entre les enseignements. L'enseignement, il est dans un cursus, et ce cursus, il comprend d'autres enseignements. Et puis là, on n'a pas en fait les relations qui peuvent exister, qui peuvent expliquer
le bon fonctionnement de l'enseignement, notamment si je parle de redondance inutile entre cours, ou le fait d'avoir les mêmes méthodes. Peut-être un petit exemple par rapport à un résultat qu'on avait observé il y a quelques années chez un enseignant. Un enseignant dans une de nos facultés qui donnait un cours où le contenu est relativement stable, on va dire sur les 10 années à venir, le contenu reste stable. Son cours était systématiquement bien évalué depuis 3 années. Et puis une année, il me contacte pour me dire, ben là, je ne comprends pas, j'ai du rouge partout dans mon évaluation. Le cours n'a pas changé, je n'ai pas fait de gros changements, les étudiants sont le même nombre d'étudiants, il n'y a pas eu de grosses modifications dans les groupes. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et donc, en discutant avec lui pour essayer d'analyser le contexte de l'enseignement, ce qu'on s'est aperçu, c'est que son cours pur ex cathedra, 3 heures, 3 périodes d'affilée, avait lieu avant le mardi matin. C'était le premier cours de la journée. Son cours, il y a eu un changement au niveau du programme. Il a basculé le mardi après-midi. C'était le dernier cours en fin d'après-midi, c'était le dernier cours de la journée. Et les étudiants avaient que des cours ex cathedra le reste de la journée. Et là, en fait, les étudiants, ils n'en pouvaient juste plus. Dans les commentaires, il y avait des éléments qui mentionnaient les années précédentes, 2-3 commentaires comme ça qui parlaient de l'aspect monotone du cours, manque de dynamisme. Mais c'était voilà, des cas isolés. Quand c'est passé l'après-midi, il n'y avait plus que ça en fait, dans les commentaires. Donc, surreprésentation de ces commentaires expliquée en fait, par un changement de contexte. Au niveau de ce que j'aurais besoin et ce qui me manque, ça pourrait être d'avoir des éléments plus spécifiques sur le fonctionnement de certaines activités pédagogiques où je n'ai pas en fait, ces informations, mais je pourrais quand même les rajouter parce que mon questionnaire le permet, mais ça pourrait être un questionnaire qui serait très, très grand du coup. Et puis l'impact de l'enseignement sur l'apprentissage ou de certaines activités sur l'apprentissage de mes étudiants, ça, il me manque en fait ces informations pour pouvoir avoir une analyse plus complète de mon enseignement. Ce qui est moins utile, c'est les commentaires blessants, inappropriés qui ressortent dans les commentaires. Il y a Hervé Barras en 2017 qui avait fait une communication l'année, il me semble, justement sur l'impact émotionnel des évaluations des enseignements sur les enseignants. Et c'est clair que je citais l'exemple de je suis hautaine, mais ça c'est clair que c'est des choses qui risquent de me bloquer après et puis de ne plus être perméable aux commentaires des études. Pareil, la satisfaction globale, finalement, est-ce qu'elle m'apporte quelque chose dans tous nos questionnaires comportent des questions avec une satisfaction globale, ou est-ce que ce cours est bon? Qu'est-ce que je fais de ça quoi, dans mon enseignement? Par rapport à l'institution, ça va dépendre de la finalité du dispositif. Qu'est-ce que j'aurais besoin si je cherche à gérer les carrières de mes enseignants? Là, je vais peut-être finalement une satisfaction globale, ça me va très bien. D'avoir des éléments comme ça va me suffire. Par contre, si je souhaite que mes enseignants développent leur pratique pédagogique, le questionnaire d'évaluation, il ne va pas être suffisant en fait, pour me donner ces informations. Et 10 secondes pour dire que les pistes d'amélioration, c'est qu'on peut aider dans la réflexion des enseignants avec la synthèse des verbatims. Donc ça, c'est ce qu'on fait au niveau de l'équipe. Les conseillers pédagogiques vont synthétiser ces informations. Ça va permettre de prendre du recul par rapport aux résultats. Le commentaire hautain, il va rester dans les commentaires. Par contre, dans l'analyse qui sera proposée, il n'apparaîtra pas parce que ça sera un commentaire parmi tant d'autres. Une discussion avec des conseillers pédagogiques aussi pour avoir cette prise de recul, cette prise de distance et pour pouvoir avancer un petit peu. De proposer aussi des outils, d'autres outils pour obtenir du feedback sur son enseignement. La petite grille que j'ai mis ici, c'est aussi un outil qui permet de se poser des questions en tant qu'enseignant suite à cette évaluation pour pouvoir mettre en parallèle ces éléments. Et puis, on peut utiliser aussi l'analyse des résultats d'examen. On a des collègues qui travaillent en docimologie dans la salle. Ça aussi, c'est des informations intéressantes pour comprendre le fonctionnement de son enseignement, mais on peut avoir également des observations de cours par un conseiller pédagogique. Et en guise de conclusion, je pense que c'est peut-être des éléments qu'il faut bien garder en tête. Marco Mainville qui indiquait que l'enseignant doit toujours garder la main sur le processus. L'outil doit être le plus proche des pratiques, donc la nécessaire adaptabilité de l'outil, de pouvoir diversifier les méthodes pour avoir un nombre plus large d'analyse, d'indiquer aussi aux étudiants la finalité du dispositif. Parce que si, lorsqu'ils remplissent le formulaire, eux pensent que c'est une finalité de gestion des carrières, alors que moi, en tant qu'enseignant, ce que je vise, c'est une amélioration de mon enseignement,
ben, je vais avoir des informations qui risquent d'être décalées. Et puis, d'accompagner les enseignants dans le processus, et je m'arrêterai là, en ayant dépassé un petit peu. Merci.